Madame Massin. Présent. Monsieur Charqui. Présent. Madame Ruot. Présente. Monsieur Siganik. Présent. Madame Bouti. Présente. Monsieur Mida. Présent. Madame Benamou Fadila. Présente. Monsieur Descocheroy. Présent. Madame Van Overbeek, secrétaire de séance. Monsieur David. Monsieur Cosme. Madame Boquet. Ouais, tout le monde est présent, ça repose. Hein. Monsieur Piquevich. Oh, le grand chelem, nous. Ah. Monsieur Massin a donné pouvoir à Monsieur Charqui. Madame Caro. Madame Driss, pour l'instant, pas de nouvelles. Monsieur Lounis. Madame Lobjoie, excusez, a donné pouvoir à Madame Isabelle Rose Massin. Madame Benamou Nejma. Madame Sissoko. Monsieur Blancano, retardé, repris par sa fille qui passe un concours de musique, a donné pouvoir à Monsieur Lounis. Monsieur Wizy, il est sur la route. De Villars-Saint-Paul ou du Sénat, on le verra bientôt. Sont excusés Madame Brouet, Madame Hector et Madame Grignard et Monsieur Matadi. Madame Boutreau. Elle a le pouvoir de Monsieur Zemrak. Bien. Premier point à l'ordre du jour, le compte financier unique. Vous avez fait voter tout le monde, vous avez fait signer tout le monde, Madame Picard, vous êtes là-bas, c'est bien, d'accord. Donc on a les documents budgétaires signés parce que ensuite c'est la course, hein. Bien. Bon, très rapidement sur ce compte financier unique qui retrace, vous le savez, l'exercice 2023. Le document le plus lisible, c'est celui de la page 3, où nous avons des dépenses de fonctionnement pour un total de 10 242 000 euros, j'arrondis bien sûr, et des dépenses de fonctionnement de près de 3 400 000 euros. Ce qui nous donne un total de 13 635 000 euros. Au niveau des recettes en fonctionnement, 10 500 000, j'arrondis bien sûr. Hein. L'excédent antérieur qui est de 7,3 millions. Des recettes d'investissement d'1 865 000 et un excédent antérieur reporté de 658 000, ce qui nous donne un total pour le budget de 20 338 000 euros, dont un excédent de 6,7 millions. Là-dessus, on va le voir après, les restes à réaliser de 1,7 million de dépenses et de restes à recouvrer en recettes 431 000 euros, ce qui nous donne un déficit. On reste à réaliser de 1 269 000 euros. Donc l'excédent de clôture est de 5,4 millions. Donc vous avez vu contre le 7,3 millions de l'année 2022, les 5,4 millions de cette année, quand je dis cette année, l'exercice précédent, il y a effectivement une différence sensible, deux explications. Une bonne, c'est que on a un budget d'investissement lié au report de paiement qui est plus élevé que d'habitude. D'habitude, on tourne entre 2 millions, 2,5 millions, là on est à près de 3,4 millions. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est que les dépenses en fonctionnement, et vous le savez, on en a parlé suffisamment, ont été bien plus élevées que prévu notamment. Et la liste est quasiment interminable. Les fluides, les assurances, les droits de mutation qui ont été bien inférieurs à ce qui était prévu, et ainsi de suite. Ce qui fait que nous n'avons plus maintenant en caisse, comme économie, comme noisette pour l'hiver, que 5,4 millions. C'est encore une somme correcte. Hein, là-dedans, il y a pour moi, à mes yeux, les bonnes dépenses, ce sont des investissements, et c'est les mauvaises dépenses, mais là, on n'a pas pu passer au travers, qui sont tout simplement celles de fonctionnement. Bien. Dans ce document se trouve effectivement, et je l'aime moi, parce que on a tellement de documents, je m'y perds. Moi. Le service comptable nous sort toujours une petite fiche indiquant effectivement d'où viennent les différences entre le BP 2023 et le compte unique 2023, avec des économies entre autres qui ont été réalisées ou les non-dépenses qui ont été effectuées. Vous avez vu que pour l'essentiel, c'est la page 4. Hein. Les économies sont surtout
liées à des reliquats pour des sommes non négligeables. On a, fin de perso à l'économie, on dépense 56 000 euros. En réalité, on n'a pas économisé ça. Vous savez qu'on a fait une DM en fin d'année pour être sûr de pouvoir assurer le paiement des salaires. Ça veut dire qu'on n'a pas dépensé tout sur un mis de côté. Moi, je gonfle un peu la somme pour être tranquille. En réalité, c'est 56 200 euros. Ce ne sont pas vraiment des économies, on ne les a pas dépensés. Et ensuite, dans les recettes, effectivement, l'essentiel vient de 145 000 euros qui sont pour l'essentiel un reliquat de la CAF pour plus de 100 000 euros. Là aussi, c'est des décalages entre les versements des dotations et l'arrêté des comptes à la fin du mois de décembre. Voilà. Donc, ça nous donne 97 000 euros de non-dépenses et 320 000 euros de recettes excédentaires, ça veut dire non prévues au budget. Dans les restes à réaliser, là aussi, ça peut sembler important, mais c'est comme à chaque fois. Depuis le arrêté des comptes, des travaux ont été faits ou des factures ont été réclamées, ce qui fait que ça s'est passé l'année dernière en investissement. Pour l'essentiel, il y a quelques gros postes qui sont liés à l'acquisition d'immeubles, là, soit rue Gérald Leclerc, soit des terrains effectivement que Oise Habitat nous revend après qu'on les ait vendus. Vous faites signer M. Ouizy pour qu'il est là, dépêchez-vous. Ah, il est là. Tout ça devra se régler très très rapidement. Après, toujours ce qu'on traîne, et on répète à chaque fois, pardon, c'est répétitif, le pont de la Moulinière. Pour 650 000 euros, ce qui fait que déjà ces deux dépenses sont non négligeables dans le 1,7 million. Voilà, déjà ça, ce que je viens de citer, c'est déjà plus d'1,2 million. Donc voilà, pour le reste, ce sont des ajustements qui sont parfois à la marge. Mais je répète à chaque fois, c'est ce qui était arrêté en décembre 2023. Et en mars 2024, les choses sont un peu différentes. Pour le reste, les recettes, ce sont bien évidemment des subventions qui ne sont pas arrivées au moment où on a clôturé les comptes. Voilà. Des questions, des précisions, des demandes, des insatisfactions. Allez-y, Madame Boutreau. Je vous classe dans les non-réponses et non pas dans les insatisfaites. Allez-y, je vous en prie. Non, parce qu'avec Jamel, on a regardé un peu les documents. Et effectivement, on a remarqué aussi que dans l'investissement, il y avait, au niveau des prévisions, il y avait des réalisations qui n'avaient pas été faites. Et que par conséquent, effectivement, ça permettait d'avoir aussi pour la suite des moyens supplémentaires, si tel on peut appeler ça moyens supplémentaires, en fonction de ce qu'on veut prévoir pour l'année 2024. On n'a pas d'autres commentaires sur ce document-là à faire. Je vous remercie. Moi, je vais quitter la salle puisque... C'est bon. Alors, monsieur le maire m'a fait un cadeau, là. Khalid, tu vas m'aider? Non, excuse-moi. Tu fais est-ce qu'il y a pour, contre le fait voter le compte financier unique? Tu me votes le compte financier unique. D'accord, bon, alors nous mettons au vote le compte financier unique 2023. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Non. Alors, adopté à l'unanimité. Merci. Non, mais...
Je pense que c'est la pression psychologique que vous exercez sur l'assistance de manière répétée qui permet d'avoir des débats plus sereins en votre absence. Je crois, hein. Enfin, je crois que ça doit être l'esprit de la règle. Non, la technique fait qu'on ne sait même pas si ça se reproduit. Bien, bon, là aussi, après, on va reprendre de ce qui est à chaque fois lors du vote d'un budget, l'affectation de résultats. Et comme chaque année, maintenant vous le savez, nous allons affecter au compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés pour les besoins du BP 2024, 2 137 000 euros. Le reste reprend les chiffres qu'on a soulevés précédemment. Là, on est purement dans ce qui est obligatoire, mais sans débat. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie. C'est pas retransmis ? Non. Malheureusement. En accord commun, sans aucune précision, sans porter atteinte aux droits de la minorité, si on pouvait terminer à 19h15, je pense qu'autour de la table, plusieurs personnes seraient contentes. Je n'ai rien dit. Vote de taux d'imposition 2024, je vous propose de maintenir les taux de l'année précédente. Pas d'avis. Madame Bouteau qui est contre. Je ne suis pas contre les taux, puisqu'il faut bien que la commune vive. Et comme les taux sont maintenus depuis plusieurs années maintenant, je ne vois pas pourquoi je voterais contre les taux alors que nous les avons votés précédemment. Donc alors, il y a à la fois cette question-là, mais il y a une autre question qui intervient indirectement dans le vote des taux, puisque le 28 mars, la semaine dernière, il y a eu notamment l'adoption d'impacts financiers et fiscaux au niveau de l'AXO, dans lesquels j'ai pu lire qu'il y avait une taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Et cette taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères est de 5% pour cette année. Et si l'on rajoute les 3,9% d'augmentation des bases qui ne sont pas de notre fait, mais qui sont du fait du gouvernement, nous allons nous retrouver avec des taxes foncières, puisque c'est sur le foncier, de l'ordre de 9 et quelques pourcents. Et je trouve, dans ce texte-là, il y a aussi un petit encart qui explique aussi qu'en 2023, donc il y a une mise en réserve de la fraction des taux de cotisation foncière pour les entreprises, puisqu'actuellement les entreprises payent 29,96% et que le taux maximum est de 30,62%. Donc ça fait un delta de 1,13%. Et pourquoi ne pas avoir regardé plutôt cette augmentation que de passer directement à 5%? D'autant, je termine juste, d'autant qu'au niveau du passage des ordures ménagères, maintenant il passe une fois à la fois pour les ordures ménagères et une fois pour le tri sélectif, et il ne passe plus deux fois. Et dans les impôts que nous payions précédemment, il y avait déjà une part d'enlèvement des ordures ménagères, ce qui maintenant veut dire qu'il y a à la fois celles que l'on payait précédemment, qu'on paiera toujours, plus une taxe de 5%. Et on trouve que quand même ça fait beaucoup. Et dans ces conditions, nous allons nous abstenir sur les taux.
fuir les responsabilités, hein. Je suis aussi membre du conseil communautaire, mais je vais laisser Alexandre Louisy répondre et ensuite Isabelle souhaite répondre effectivement sur un débat qui a nécessité beaucoup d'heures au niveau de l'AXO. Je vous invite à venir jeudi effectivement au vote du BP de l'AXO, Madame Boutou. Un petit lapsus tout à l'heure, vous avez dit 28 mars, hein, c'est pas le 28 mars, ce n'est pas encore passé. Allez-y. Oui, exactement, monsieur le maire, j'allais commencer par aussi cette précision. Donc le pacte fiscal et financier est toujours en discussion puisqu'il est adopté la semaine prochaine, jeudi, cette semaine, dans 3 jours, à l'AXO. Moi, juste pour répondre sur plusieurs points. D'abord, sur cette augmentation de la fiscalité liée à l'atome. D'abord sur Villers-Saint-Paul quand même. Villers-Saint-Paul est parmi les 4 communes, disons, cœur de l'agglomération, celle qui, avec Montataire, a l'endettement le plus faible. Par ailleurs, Villers-Saint-Paul est la commune des 4, là pour le coup pas avec Montataire, parce que Montataire est plutôt en tête de peloton, on est l'endroit où la fiscalité est désormais la plus faible des 4 collectivités cœur de l'agglo qui sont, je prends celle-là parce que ce sont les plus comparables avec nous. Je ne vais pas nous prendre comme comparaison Saint-Val et Mélo ou Cramoisy, ça aurait aucun sens. Donc on a fait le choix d'annoncer au début de mandat qu'on n'augmenterait pas les impôts municipaux. C'est un choix qu'on tient, et c'est un choix qui est difficile, il faut aussi le dire, dans la période actuelle, qu'on tient difficilement parce que partout autour de nous, il y a eu des augmentations d'impôts extrêmement importants. Donc ça, c'est pour Villers-Saint-Paul. Pour l'agglo, comment nous avons procédé pour réfléchir sur cette augmentation des taux ? En fait, nous l'avons fait parce que nous avons un projet de territoire validé par l'ensemble des acteurs et des villes de l'agglo qui se décline dans un PP, dans ce qu'on appelle une PPI, une programmation pluriannuelle des investissements, que nous avons revu, corrigé, raboté, rabaissé au minimum, à ce qu'on pouvait faire de minimum par rapport à notre projet de territoire, et il apparaissait que pour aller au bout de ce projet ce projet d'investissement, on avait besoin de fiscalité supplémentaire, sinon on n'arrivait pas à passer la rampe. Donc on a fait un choix collectif, un choix qui est validé par l'ensemble des communes, enfin en tout cas jusqu'à preuve du contraire, l'ensemble des communes ont validé ce choix collectif et sauf surprise de dernière minute, qui peuvent toujours exister, on s'entend à un vote pour. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé de trouver les meilleurs compromis. Donc à l'AXO, on a une augmentation de la fiscalité de 5 points de base sur l'atome, on a une gestion des dépenses où on ne doit plus augmenter de plus de 3,5% les dépenses de personnel dans un monde à 3% d'inflation. C'est difficile, parce que ça veut dire qu'on tient les salaires juste à leur niveau. On ne les augmente pas davantage, on les tient juste à leur niveau. Donc, on a mis en place tout un tas de choses. On a mis une programmation d'investissement, une fiscalité, une gestion des dépenses. J'ajoute que l'agglo est la dernière intercommunalité des Hauts-de-France, la dernière agglomération des Hauts-de-France à ne pas avoir de TOM. Toutes les agglomérations des Hauts-de-France ont une TOM. Pour l'instant, vous avez raison, on paye des impôts pour les questions de déchets. Je laisserai Isabelle rentrer dans le détail de ce qui va être mis en place dans les prochaines années, mais nous sommes la dernière agglomération qui ne faisait porter que sur les foncières le financement du service public des déchets. Il se trouve que ce financement, mais là Isabelle je vais te laisser plutôt la main, que ce financement voit ses coûts augmenter parce que le service qui est attendu de nous va augmenter. On a parlé des déchets verts, on en reparlera, des biodéchets. Et donc, je ne sais pas si je vous ai totalement convaincu, Madame Boutroux, mais j'essaie de vous dire qu'on ne le fait pas de gaieté de cœur, on augmente toujours la fiscalité qu'en tremblant, mais on le fait aussi parce qu'on a un projet de territoire qui est de refaire une gare centrale digne de ce nom pour les habitants de ce territoire au moment où la ligne Roissy-Picardie va arriver, parce qu'on veut pouvoir revitaliser toutes les friches industrielles du territoire, parce qu'au lieu d'avoir des friches, c'est quand même mieux d'avoir des entreprises. En fait, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de gras dans notre programmation pluriannuelle d'investissement au point où on l'a réduite aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'on le fait en conscience parce qu'on pense que
aussi les habitants tireront des bénéfices parce qu'ils vivront dans un endroit qui sera mieux, où il y aura plus d'emplois, où la valeur foncière de leur propriété vont augmenter, où ils s'enrichiront par ce fait-là. Bien sûr, c'est désagréable de voir les foncières augmenter, mais on a créé un équilibre entre les 11 communes de l'agglo, et cet équilibre, c'est pour ça qu'on vous le propose et qu'on le propose au conseil communautaire. Croyez-moi, c'est pas facile d'avoir 11 personnes si différentes autour de la table, mais je crois qu'on a réussi à faire quelque chose qui, si ça ne va pas à tout le monde, ne déplaît pas complètement à personne. Voilà. Merci, monsieur Ouizy, d'avoir procédé à votre échauffement pour jeudi soir à l'Axo. Et maintenant, je passe la parole à Isabelle, puisque, comme cadeau de bienvenue, on la connaît effectivement une tâche d'ordure ménagère quand elle a pris cette fonction à l'Axo. Non, juste pour ajouter simplement au niveau des déchets, puisque depuis janvier 2024, l'État nous oblige maintenant à collecter les biodéchets qui, pour l'Axo, représentent une somme de 2 700 000 euros. Bien évidemment, sans compensation de l'État. Ils ont des grandes idées, mais même si c'est une idée tout à fait louable pour l'environnement et pour notre avenir, mais bien évidemment, c'est encore aux collectivités d'assumer cela. Quand on sait que cette tome que l'on a mis à 5%, alors que la moyenne en France est à 9,6%, si je ne dis pas de bêtises, on a voulu au maximum la limiter, cette tome, et elle va nous rapporter 4,6 millions, alors que jusque-là, la gestion des déchets, c'était 9 millions sur le budget général, donc plus les 2 700 000 euros pour les biodéchets. Vous voyez qu'on est loin de faire rentrer beaucoup d'argent, mais on en avait forcément, on ne pouvait pas faire autrement de toute façon, rien que pour la gestion des déchets et de sa collecte et de leur traitement. Voilà. Bien. C'est lié aussi, Isabelle ne l'a pas dit, parce qu'elle va intervenir jeudi ou Alexandre. Effectivement, on a aussi maintenant une participation au SMDO qui est en flèche, parce que notre territoire, cette fois-ci, est le dernier de l'Oise en qualité de tri. Il y a des multiples raisons, on les connaît. Ce qui fait que tout cela, malgré les efforts de tous les élus au SMDO et notamment de ceux qui représentent le bassin crayevois, cette année, les territoires plus ruraux ont fini par faire céder M. Ouizy, ce qui est quand même effectivement une tâche relativement difficile, mais ils sont quand même arrivés. Donc là aussi, notre participation, on est mauvais élèves au niveau du tri, pour simplifier. Donc là, finalement, c'est de ma petite phrase, il y a des centaines de milliers d'euros qui sont cachés derrière. Pour le reste, sur la taxe foncière, Alexandre, je pense que nous sommes une des plus faibles, non seulement de l'Axo, mais de l'Oise. Moi, je vous invite, là, les articles vont se multiplier dans la presse et votre des budgets dans les communes, vous verrez que, je parle de la taxe foncière, nous sommes parmi les plus bas. Et je comprends que Montataire soit parmi les plus hauts, si nous avions été aux affaires bien auparavant, on aurait fait payer les patrons avec la taxe foncière, un peu moins les habitants avec la taxe d'habitation. Voilà. Non, c'est tout. Bien, on s'est échauffé pour l'action, je l'ai dit, c'est bon. D'autres questions, d'autres remarques? Non, mais ce que je trouve, je pense que aussi pour la population, si vous voulez, ce que je trouve désagréable, c'est que la majorité ne savent pas et des fois ne comprennent pas parce que c'est quelque chose de difficile à comprendre. Et par conséquent, ils vont le retrouver, on va le retrouver sur sa feuille d'impôt foncière. Et donc, ça peut créer aussi des difficultés par rapport aux gens, parce que donc c'est pour ça que je pense que ça aurait été... je pense que les gens sont capables de comprendre quand on leur explique. Mais là, moi, j'ai découvert ça aussi, comme ça, en lisant les documents, et je trouve que ça aurait mérité une explication plus rationnelle vis-à-vis de la population. Je peux vous répondre à ça. J'ai fait une conférence de presse avec le Parisien et Oise Hebdo pour expliquer cette tome et expliquer et argumenter avec des arguments pour effectivement permettre aux gens d'avoir des explications. Effectivement, tous les gens ne lisent pas la presse, mais après, effectivement,
Mais quand on a des arguments, les Villersois que vous pourrez rencontrer, vous pourrez leur donner les arguments que nous avons donnés. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il y aura une communication prévue par l'AXO. Maintenant, le vote du budget, c'est jeudi, bien évidemment, et nous, on relaiera effectivement cette information dans le bulletin municipal. Attendons que ça soit voté, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais Alexandre l'a dit, effectivement, les 11 communes sont partantes, avec plus ou moins de réticence. Moi, personnellement, j'étais contre une dame. Mon collègue de Montataire, je pense qu'il était aussi sur la même position il y a quelques années. Mais malheureusement, on est obligé d'y venir pour les raisons évoquées par Isabelle et par Alexandre. J'ai une dernière question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. C'est dans le document, donc il est indiqué de maintenir dans la délibération, donc qui va passer, le maintien en réserve des 1,15% utilisables jusqu'en 2026, par rapport justement à la cotisation foncière des entreprises. Vous entendez quoi par ça? Je ne veux pas vous couper, attendez, là on se transforme en conseil communautaire. Hein. Ces questions relèvent effectivement de l'AXO. Hein. Ça relève, excusez-moi monsieur, ça relève peut-être de l'AXO, mais si je reçois, comme dans le cadre justement la transparence, si je reçois les documents et que je les lis, ça me semble aussi normal de pouvoir ici poser un certain nombre de questions. Pardon, vous parlez de quel document? Vous parlez de quel document vous avez reçu? Les documents que nous recevons de l'AXO. Ah mais d'accord, mais attendez, je maintiens qu'on n'est pas en conseil communautaire. Attendez, vous me demandez de commenter des décisions qui ne sont pas prises. Elles seront prises jeudi. Je suis d'accord avec vous, mais attendez, là on est en conseil communautaire depuis un moment. N'empêche, je comprends le sens de vos questions, mais je suis d'accord là-dessus. C'est pas une volonté du conseil municipal de Villars de cacher tout cela. Hein, non, mais attendons que ça soit voté. Hein. Le pacte financier, finalement, vous en parlez, c'est jeudi, c'est l'objet de débats qui ont parfois été relativement violents et excessifs. Mais disons, on s'est parlé franchement entre camarades, si je veux dire. Si tant est que je puisse s'appeler. Ouais, viril, c'est bien, mais. Ouais, mais quand je pense à Bozino et Dardenne, je pense pas viril, moi. Bon, effectivement, débat viril. Bon, mais là, il y aura une décision qui sera prise dans le pacte financier. On en parlera tous, car bien sûr, ce pacte financier a des conséquences après sur le budget communal. Bien. Bien, passons maintenant à notre plus d'autres questions. Donc, abstention de monsieur Zembrac, vote pareil. Abstention, effectivement, sur les taux. Pour le budget primitif 2024, donc vous avez déjà pu analyser le contexte économique et social dans le NOB. Et je ne reviendrai pas sur l'année qui vient de s'écouler et les inquiétudes qui continuent de planer sur l'économie, donc sur la vie des Français. La guerre aux portes de l'Europe s'enlise et les discours belliqueux s'intensifient. L'inflation pèse toujours sur les ménages. Les coûts de l'énergie sont toujours à une hauteur inégalée. Et le retour du chômage pointe au bout de son nez. Et pendant ce temps, le gouvernement amorce un nouveau virage austéritaire qui ne présage rien de positif, alors que dans le même temps, les prévisions de croissance sont à la baisse. Nous allons subir, je cite Bruno Le Maire, un effort immédiat de 10 milliards d'euros d'économie et un projet de loi de finances rectificative en suspens d'ici l'été. 12 autres milliards d'économies sont quant à eux annoncés pour 2025. Et la Cour des comptes lance l'objectif de 50 milliards. Les jeux sont lancés. Les politiques publiques visées ne sont pas celles sur la fiscalité des grandes entreprises, je vous rassure. L'éducation et l'écologie, dont le fonds vert pour lequel nous candidatons, semblent deux ministères suffisamment dotés pour y réaliser de nouvelles coupes budgétaires. Et nous, collectivités, nous voyons venir de loin les nouveaux efforts qui nous seront imposés. Heureusement, à Villars-Sapolle, nous élaborons un budget maîtrisé, ambitieux, mais il faut le dire avec une prudence décuplée cette année. Nous contenons, tant que faire se peut, l'augmentation des dépenses incompressibles, les coûts de l'énergie, l'augmentation du SMIC, du point d'indice. Dans certaines de ces dépenses, certaines, effectivement, peuvent être, entre guillemets, intéressantes, notamment pour les employés de la commune. Notamment grâce à une stabilisation des frais de personnel. Nous avons réussi, Alexandre, effectivement, à maîtriser un peu mieux que l'AXO. Il n'y a pas d'attaque dans mes propos des frais de personnel, car vous avez vu dans le projet de budget, on a à moins de 1%. Donc ça laisse supposer qu'on a réussi
à travailler effectivement poste par poste, dépenses budgétaires par dépenses budgétaires pour maîtriser à 1%, à moins de 1%. On a demandé au service pas plus de 2, on a réussi à descendre à 1. Pour veiller à maintenir le haut niveau de service que nous proposons aux Villarçois, la sobriété guide désormais chacune de nos actions afin de dégager de nouvelles marges de manœuvre qui s'amenuisent d'année en année. Les arbitrages budgétaires des dernières années nous l'ont permis, mais le risque est bien présent de devoir diminuer à l'avenir certains services à la population, pourtant tous essentiels et répondant à de réels besoins. Notre situation reste malgré tout correcte. Pour la préserver, comme je le dis dans le DOB, l'enjeu sera dans les 2 prochaines années de redégager de l'autofinancement conséquent dont nous disposons jusqu'alors, et ce afin de maintenir, et là aussi ce sont des évidences, un niveau d'investissement ambitieux. Afin que Villars-Saint-Paul continue de répondre aux nombreux défis d'avenir, la transition écologique et énergétique, la numérisation, la modernisation des locaux, l'amélioration des conditions d'accueil des publics, tout en poursuivant la politique d'embellissement du cadre de vie. Je réitère rapidement les quelques termes de grands travaux, je vais aller très très rapidement, je ne vais pas les redonner. La rue Jean Jaurès, la voirie des Coteaux, l'école élémentaire, pour les travaux de rénovation énergétique, l'accessibilité, les travaux d'entretien dans les écoles, les allées du parc de la Brèche, la liaison avec l'AFPA pour pouvoir tirer le feu d'artifice dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour tout le monde, et les 120 000 € consacrés, Samir en est d'accord, à la transformation de notre bibliothèque en véritable médiathèque. De toute façon, dans les documents que vous avez, effectivement, le détail des investissements est prévu. Pour conclure, l'élaboration d'un budget communal est devenue un exercice d'équilibriste et la plus grande prudence est de mise quant à l'incertitude qui pèse sur les équilibres mondiaux. En dépit d'une capacité d'action qui tente à se réduire, nous tenons et tiendrons les engagements pour lesquels les Villarçois nous ont élus. Les efforts des services pour rechercher leur moindre économie et une gestion saine nous permettent de présenter un budget équilibré dans un cadre contraint, le tout sans recours à l'emprunt et sans augmentation du taux des impôts. Le débat est ouvert. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, donc je ne vais pas revenir sur... par contre, je voudrais quand même faire ressortir le fait, parce que bon, on ne peut être que d'accord avec vous par rapport à l'attitude du gouvernement et notamment les prévisions qui sont faites, puisque leur objectif, c'est toujours de rentrer dans les 3% de déficit au niveau européen. Et ce qui fait que là, évidemment, c'est la chasse, pas au gaspillage, mais y compris ceux qui vont payer le plus. C'est encore une fois, eh bien, vous, moi, tous les gens qui travaillent, et y compris les chômeurs, puisque l'intérêt pour le gouvernement, c'est aussi d'aller vers une remise en cause de l'ensemble du traitement des prestations au chômage. Mais je voudrais juste rappeler qu'en termes de... comment dire, en base de droit, parce que dans la Constitution, il y a un article qui dit que les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent librement disposer dans les conditions fixées par la loi. Je tiens à le rappeler parce que ça fait du bien quand même de savoir que ça existe et de savoir aussi à un moment donné qui prend un certain nombre de décisions dans le mauvais sens. Et tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Alors que là, on voit bien, et y compris quand on regarde un peu certains projets, qu'on est face à des contraintes de l'État en direction des collectivités locales, et puis que dans ces contraintes, les dotations diminuent, et puis sont remplacées aussi par des dispositifs de contractualisation et d'appel à projets qui sont souvent préorientés selon les priorités du gouvernement. Donc en définitive, on est dans un budget contraint où le gouvernement, eh bien évidemment, nous conduit à un certain nombre d'extrémités où on a on a des difficultés. Voilà ce que je voulais dire en plus par rapport, puisque
quand on a débattu du débat d'orientation budgétaire, il n'y avait pas encore... on avait effleuré, mais il n'y avait pas encore toutes les annonces du gouvernement concernant les prévisions. Est-ce que je peux vous poser quelques questions ? C'est dans le document, la note de présentation brève et synthétique du budget primitif 2024. Non, on a eu plein de documents et c'est vrai qu'à la lecture, il faut aussi pouvoir mesurer, faire des allers-retours entre les différents documents, regarder, parce que c'est pas des choses aisées à manipuler. C'est parce que c'est par rapport aux produits de services à la population. En 2023, il y avait 423 000 et les prévisions 2024, c'est 408 000. Est-ce que là-dedans, il y a aussi la cantine, les choses comme ça c'est essentiel. Parce que là, c'est comme on avait eu précédemment, il y a eu l'augmentation des coûts que la municipalité a dû absorber. Je me suis demandé pourquoi il y avait là, en prévision 2024, une diminution, ou peut-être qu'on avait moins de personnes qui mangeaient à la cantine et moins d'enfants qui mangeaient à la cantine. On essaie, pardon d'intervenir pendant que vous intervenez, on essaie de serrer au mieux effectivement ce qui est prévisible. Hein, voilà. Hein, tout simplement, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a gratté à l'euro près partout pour essayer effectivement de rester dans une épure du budget qui se corresponde à ce qui va se passer durant l'année 2024. Hein. Vous avez, dans votre intervention, vous avez parlé de toutes les recettes que l'État ne nous donne pas, et nous, nos dépenses restent les mêmes, hein, les services de population restent les mêmes. Cette situation ne va pas pouvoir durer éternellement. Hein. Il n'y a que l'État qui peut se permettre de voter un budget en déficit, hein, qui peut dire qu'il gère bien alors qu'il est en train de faire des économies, et nous, pendant cela, on rentre dans les différentes collectivités pour réussir à équilibrer nos budgets. Et notre seule marge de manœuvre, vous le savez comme moi, même maintenant, c'est la taxe foncière, et c'est le prix des services à la population avant de toucher aux services à la population. Donc on a réussi grâce aux efforts de tous, et je remercie tout le monde, élus et services compris, à maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Pour cette année, espérons qu'on va pouvoir le faire, car je pense, comme vous l'avez dit, je pense comme vous, que les dotations de l'État ne vont pas augmenter dans les années qui viennent, car ils sont en train de faire courir la petite musique habituelle. Il y a de l'argent dans les collectivités. Tout compte fait, là, ils ont des trésors cachés. On va pouvoir les taxer un peu plus ou leur donner un peu moins de subventions. On entend la petite musique à chaque fois. Et cette musique devient de plus en plus forte. Donc moi, je suis très inquiet pour les budgets des années qui viennent. Allez. Non, après, c'est par rapport à l'investissement. Moi, je constate qu'effectivement, il y a on est parti de haut depuis plusieurs années, où là, on est en train de voir un peu moins. Mais dans les investissements, parce que là, il y a tout un certain nombre de projets. Et il avait été l'année dernière, donc on avait eu la visite de M. Narbut dans le lotissement de la Renardière. Et il n'est pas dans les projets. Alors, c'est indiqué les principaux projets. C'est vrai que là, quand vous avez présenté le budget ici, il y a des habitants qui sont sortis de là en disant la mairie n'a pas d'argent et donc la Renardière ne se fera pas. Bien. Oui. Assurer les bourgeois de la Renardière. Je maintiens en public ce que j'ai dit lors de la réunion, effectivement, sur le budget. Une réunion publique sera organisée avec les habitants courant juin. Le projet sera finalisé. Les appels d'offres seront lancés. Et nous verrons si nous allons pouvoir commencer les travaux. Après, il y a les fêtes et tout ça, la période hivernale, les travaux sur l'année 2024. Nous l'avons sorti du budget 2024 car nous n'aurons pas de facture à payer en 2024. Le projet n'est pas oublié. Les services de la commune ont pour mission de prendre le minibus de la commune pour lequel, là, on est assuré. Et de se rendre vers une pépinière du nord de la France où ils étaient allés pour acheter les arbres de la place du 19 mars. Car il nous faut remplacer une partie des arbres qui ont été coupés suite à un diagnostic, effectivement, est dangereux dans le parc de la Brèche. En même temps, j'aurais demandé de regarder à quelques petits arbustes qui fleurissent, qui mettent un peu de gaieté dans ce quartier vieillissant,
pour les replanter l'année prochaine à la Renardière. Les choses avancent. Vous aurez bientôt, et nous avons même acheté des panneaux sans interdit en prévision des demandes que les habitants vont peut-être nous formuler, Madame Bouteau. Puisque vous parlez des arbustes, j'en profite pour remercier les agents de la commune qui ont beaucoup œuvré pendant les fêtes de fin d'année, justement à l'embellissement de la commune et par des sapins et tout un tas de fleurs de saison. Je leur dirais qu'ils ont planté des sapins. Ils me diront, monsieur le maire, ce ne sont pas des sapins, ils auront raison. Nous travaillons avec eux actuellement, là aussi, dans un souci d'économie. Vous doutez bien que les massifs fleuris, tous les palmiers, ainsi de suite, ce n'est plus tout à fait de mode pour essayer de voir par quelle essence on peut remplacer ces arbres et obtenir effectivement des massifs qui font la joie des habitants et de ceux qui traversent notre commune et qui demandent moins d'entretien et moins de dépenses d'arrosage. Nous y travaillons avec eux. Là aussi, dans le cadre d'une maîtrise aussi des frais de personnel. Donc, pas d'autres questions? Bon, je retourne, je vous prie de m'excuser. Pas de... Qui est contre ce... Le débat est fermé. Qui est contre ce budget? Qui s'abstient? Donc je peux considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Je remercie l'ensemble du conseil municipal. Nous votons maintenant les subventions, je pense, différentes associations. Ceux qui sont dans les bureaux des associations veulent bien lever le doigt, qui ne passeront pas au vote. Donc, monsieur, on le note dans le PV, madame Piquin, madame Boutrou, monsieur Pikevitch. Ça va, c'est bon? Oui. Monsieur Cosme, monsieur David, monsieur Descochereux, et puis noter, ne participe pas au vote. Aussi traditionnel. Bon, vous avez le tableau sous les yeux, c'est le résultat des commissions diverses et variées. Y a-t-il des questions, des précisions à demander? Allez-y, Mme Bouteau. Donc, les précisions, je les ai obtenues lors de la commission. On a voté les subventions et je remercie pour tout le travail qui a été réalisé concernant l'association sportive Football Villars-Saint-Paul. Parce que là, on a eu effectivement, ce que je réclame depuis un certain temps, un rapport explicitant comment ça se passait, qui était qui, comment ça se passait. Donc je tiens à remercier la personne qui a réalisé ce rapport, parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'on a besoin quand on examine les subventions, notamment celles qui ont une convention avec la mairie. Ce que je souhaiterais, c'est que pour celle concernant l'association Mon Emploi, Mon Avenir, puisqu'elle est de 44 000 €, c'est que nous ayons aussi un rapport de cet ordre-là, qui permet de mieux se rendre compte comment est dépensé l'argent public et au service de qui. Monsieur Mida préparera ça pour le prochain conseil municipal. Bien évidemment. Une action, une association, entre autres, qui lutte contre le chômage et évidemment fait un excellent travail. Tout ça sera traduit par un document que je charge Monsieur Mida de rédiger. On peut considérer que l'ensemble des subventions est voté à l'unanimité, Madame Bouton? Merci. Bien. Ensuite, le projet culturel et scientifique de la bibliothèque, c'est pour Madame Bouty, je pense. Allez-y, Madame Bouty. Alors, dans le cadre du projet de modernisation de la bibliothèque, la commune de Villers-Saint-Paul souhaite se doter d'un projet culturel scientifique, éducatif et social 2024-2027. Le PCSES est un document de politique publique permettant d'établir les axes stratégiques et les objectifs en matière de lecture publique. Il présente dans une première partie un état des lieux de la bibliothèque, de son environnement et du territoire. La seconde partie est consacrée au projet lui-même avec l'exposition des objectifs, des axes et des actions résultant de l'analyse de l'existant.
Le PCSES sera actualisé tous les 4 ans. Les axes travaillés afin de répondre aux attentes sont les suivantes. Amélioration de l'accueil et de l'accessibilité, développer des partenariats, développer des services innovants et aider à la réussite éducative. Considérant qu'il convient que le projet PCSES 2024-2027 soit adopté tel qu'annexé à la présente délibération, je propose au Conseil municipal d'adopter le projet culturel, scientifique, éducatif et social 2024-2027. Boutreau. Non, je n'ai pas de questions, mais il est indiqué que le projet il est annexé à la présente délibération. Et je ne l'ai pas. Donc vous pourrez nous le donner, parce que j'ai vu que ça correspondait aussi à des axes au niveau de la région avec des modes de financement. Voilà. Pas d'avis contraire là-dessus, pas d'abstention. Je vous remercie. Maintenant, Madame Massin, Rose Massin, pour 3 délibres qui sont été 3 fois la même, une convention pour l'utilisation du skatepark. Oui, dans le cadre du budget participatif, les habitants ont fait le choix de voir réaliser un nouvel équipement sportif de type skatepark. Donc, afin de pouvoir concrétiser et financer ce projet, il est nécessaire de solliciter le concours financier de plan 5000 terrains de sport Génération 2024. Parallèlement, il convient d'établir une convention avec des écoles qui le souhaitaient. Donc, l'école élémentaire Constant Boudou est d'accord pour utiliser ce futur équipement sportif de proximité, ainsi que, c'est l'autre convention qui est après, ainsi que l'école Jean Moulin et ainsi que l'école élémentaire, je pense... Jean Restant, Saint-Exupéry. Donc en fait, on a 3 conventions avec les 3 groupes scolaires de la ville. Donc je propose au conseil municipal de solliciter le concours financier plan 5000 terrains de sport Génération 2024 et d'autoriser le maire à signer la convention d'utilisation. On va faire les 3 à la suite, puisque c'est les 3 mêmes. Voilà. Avec l'école Constant Boudou, pas d'avis contraire, pas d'abstention, adopté. Avec l'école Jean Moulin, même vote, adopté, il faut les voter. Il faut voter séparément. Et ensuite, pour l'école Jean Restant Saint-Exupéry, même vote. Je vous remercie. On passe maintenant au demande de subvention que va nous présenter Madame Benamou. Allez-y. Oui, ça va, j'ai vu. Vous m'avez fait comprendre qu'il est plus de 19h15. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Ah, c'est là. Je vais faire comme ma collègue Isabelle, faire un tir groupé, si vous me le permettez, monsieur le maire, puisque les demandes de subvention concernent un même bâtiment, donc de la rénovation énergétique de l'école élémentaire Jean Moulin. Donc le projet consiste à faire une demande de subvention auprès du conseil départemental sur une assiette subventionnable de 800 000 €. Donc le montant de l'opération est d'1 340 000 € hors taxe. Et donc, le conseil départemental pourrait éventuellement nous financer à hauteur de 26%. Le fonds vert également à 27%. Dotation de soutien de l'investissement local, 27%. Et il nous resterait à charge 20% à la commune, soit 268 000 € à peu près. Donc, je demande au conseil municipal de solliciter le concours financier donc de tous ses partenaires financeurs dans le cadre de la rénovation énergétique de l'école élémentaire Jean Moulin, qui nous permettrait de faire une économie d'énergie de 30%. Et les travaux pourraient débuter dès le 1er juin 2024. Et de demander une dérogation pour le commencement anticipé des travaux, si c'est le cas. C'est juste une question plutôt de forme, parce que les autres demandes de subvention que nous avons déjà votées précédemment, il y avait toujours le montant hors taxe. Évidemment, on ne va pas demander à ceux qui nous subventionnent de payer les taxes, mais il y avait à côté, entre parenthèses, la somme toute taxe comprise, parce que c'est quand même celle qui va figurer au budget. Madame Benamou. Non, mais laissez, non, je ne vais pas empiéter sur vos délégations. Laissez-moi. En fait, Je
sais pas pourquoi on l'a fait. Vous pouvez répéter votre question, madame Boutron. On l'a fait hors taxe d'habitude, non? Non, on l'a fait hors taxe. On l'a fait hors taxe. On l'a fait hors taxe, oui. Ah ben, j'ai repris des demandes de subventions auprès du conseil départemental antérieur. Et là, j'ai sous les yeux, pardon, Mme Boutron, j'ai sous l'ancienne, effectivement, moi, c'était total hors taxe 1 340 000, ça, c'est l'ancienne. Hein. Voilà. Non, mais sur l'ancienne. D'autres délibérations précédentes, j'ai regardé parce que je n'étais pas sûre de moi lorsque je l'ai lu, et c'était toujours indiqué, entre parenthèses, il y avait toujours le prix TTC. On le met Oui, c'est sur la forme. Oui, c'est ce que j'ai dit, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit c'est sur la forme. Oui, c'est la forme. Souvent, on le met TTC, on le remettra effectivement, puisque l'inscription budgétaire, elle, sera TTC. Voilà. On est d'accord. Et on ne va pas faire payer la TVA ensuite qu'on va les rembourser aux financeurs. Je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, allez, on va... c'est 3 fois la même, effectivement. On en prend 3, puisqu'il y a 3 financeurs éventuels. Pour le premier financeur, le conseil départemental, y a-t-il des abstentions et des avis contraires? Je n'en vois pas. Pour la deuxième, même vote. Pardon, hein, pour la deuxième, même vote. Pour effectivement la des îles. Et pour la troisième, pour le fonds vert, même vote. Je vous remercie. Hop, on vend maintenant un local professionnel, l'ancienne menuiserie de la rue Louis Ricot, dans le quartier des Prés-Sarrazin. Madame... Benamou. La bradeuse du patrimoine communal, ça peut être que vous. Allez-y, madame. On fait rentrer un petit peu d'argent, monsieur le maire. Donc, je vous propose une vente d'un local professionnel au 1 Louis Ricot. Donc, cadastré à la section AE numéro 246, d'une superficie de 311 mètres carrés. Donc, c'est le bâtiment que vous connaissez certainement, hein, qui est utilisé pour de la réserve de bonbons, il me semble. Et donc, le locataire actuel est monsieur Mourad Merakchi. Et donc, monsieur Mourad Merakchi a donné son intention d'acquérir ce bâtiment-là. Nous, la commune, nous n'avons pas vu de nécessité de pouvoir garder le bâtiment, puisque le bâtiment est plutôt vétuste, il y a de l'amiante. Donc, si on devait le détruire ou le réhabiliter, ça nous coûterait très, très cher. Et donc, pour nous, c'est plutôt une opportunité de pouvoir revendre ce bâtiment. Donc, après avoir demandé l'avis des domaines, qui fixe la vente à 76 800 € TTC, et assorti d'une marge d'appréciation de 10%, nous proposons une vente à 73 000 €. Donc, on a la possibilité de monter ou de descendre de 10% du prix des domaines. Et donc, je propose au conseil municipal d'autoriser la cession du bien immobilier à usage de stockage de 128 mètres carrés de surface et d'habiliter monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes de ce dossier, en sachant que tous les frais annexes afférents donc à ce dossier sont à la charge de l'acquéreur. Des questions? Non? Eh bien, je vous remercie. Bien. On est arrivé à sourire, c'est une discussion que j'avais avec l'acquéreur éventuel depuis de nombreuses années. Il ne voulait pas que ça lui coûte plus de 70 000 €. Et moi, j'avais dit qu'il n'était pas question de vendre à moins de 73 000 €. Et la ville des domaines a conforté ma position. Bien, pas d'avis contre abstention, je vous remercie. Dans le cadre, je brade le patrimoine communal, toujours Madame Benamou. Oui, monsieur le maire, mais je fais des économies. Donc là, on a une vente de parcelle AE numéro 266 au profit de monsieur Djeloul Medjahed. Donc c'est une parcelle qui se trouve au croisement de la rue Paul Sabatier et Denis Papa. Quasiment en face le bâtiment qu'on vient de vendre. Exactement, on n'est pas très loin. Donc c'est un terrain enherbé d'une superficie de 200 mètres carrés. Et monsieur Medjahed avait fait déjà une demande, pareil, ça émane du futur acquéreur, de pouvoir acquérir ce terrain-là pour agrandir son jardin. Donc, même démarche, même punition. On a fait la demande au service de France Domaine d'estimer la valeur vénale donc, de cette parcelle. Elle nous propose un montant de 175 € par mètre carré, ce qui correspond, je n'ai pas la somme sous les yeux, 35 000 €. Et donc à la fois, bon, c'est sûr que c'est une parcelle verte, mais ça permet aussi à nos services d'éviter de s'éparpiller dans la ville aussi pour aller tondre un bout de parcelle. C'est
toujours quelque chose de gagné. Donc je propose au conseil municipal d'autoriser la cession de la parcelle cadastrée section AE numéro 266 d'une superficie de 200 mètres carrés auprès de 35 000 € au profit de monsieur Djeloul Medjahed et d'habiliter monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Des questions? On n'a pas d'avis comptable, je vous remercie. Nous terminons par une adhésion au service commun de l'habitat indigne, effectivement, Madame Benamou. Alors, adhésion au service commun d'habitat indigne, donc nouveau service qui a été créé au niveau de l'AXO, qui permet à un certain nombre de communes de bénéficier d'un service public sur toutes les questions d'habitat indigne et de salubrité. Nous avons auparavant un agent qui était sur place, donc on avait une convention avec l'AXO sur l'embauche, j'ai envie de dire, entre guillemets, de cet agent. Aujourd'hui, c'est tout un service qui sera basé à l'AXO et dont les services seront pour notre commune et donc pour nos administrés. Ils pourront, les administrés, saisir la commune donc directement, les services techniques par exemple, ou bien directement saisir le service en question au niveau de l'AXO. Donc j'ai vu avec monsieur le maire s'il y avait possibilité d'avoir une certaine continuité de service en gardant l'inspecteur salubrité qu'on avait jusqu'à là. Et donc en principe ça devrait être le cas. Et cette convention a pour une durée de 5 ans avec, donc entre la ville et la communauté. Donc je propose au conseil municipal d'approuver les termes de la convention d'adhésion des communes au service commun d'habitat indigne de l'AXO, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette convention, d'imputer les dépenses correspondantes aux comptes prévus à cet effet au budget de la ville. Non, j'ai remarqué que c'était un bel exercice et puis au niveau des services proposés, ils sont intéressants parce qu'ils ne font pas que l'habitat indigne, mais alors les marchands de sommeil, les risques de dériver de certaines copropriétés impayées, et on sait que des fois on a des syndics qui sont pas très regardants. Et puis il y a la transition écologique dans l'habitat, donc je pense que c'est aussi plus que ce que nous avions en termes de convention. Et j'ai aussi remarqué qu'il, dans ce service commun, il effectuera ponctuellement des inspections sanitaires des commerces de bouche. Et je trouve que c'est une belle occasion de pouvoir, des fois, assainir un peu le marché ou des gens qui ne sont pas très regardants sur notamment des camions ou des choses comme ça. Donc je trouve que c'est intéressant. Moi, ma question, c'est... parce qu'avant, on avait donc... C'est-à-dire, pendant que vous coupez là-dessus, effectivement, on va remplacer l'État. C'est à l'État de faire ça. Je sais bien. Bon, elle passe... Top, c'était une remarque. Je sais bien. Voilà. Allez-y, pardon, je ne voulais pas vous couper. Allez-y, vous en prie. Ma question, c'est... parce que j'ai vu qu'il y avait donc un certain nombre d'agents, mais il n'y a pas d'agents de Villers-Saint-Paul. Nous n'en avions pas, et il n'y a pas d'agents de Villers-Saint-Paul qui seront transférés chez nous. Non. Et est-ce qu'on a une idée des sommes, comment ça va impacter le budget communal ? On va payer l'action en fonction du nombre d'interventions. Ça ne devrait pas nous coûter. Actuellement, on avait Fadila, vous l'avez dit, pardon, Madame Benamou. Je suis un petit peu trop copain. Après, ça va se voir. Effectivement, nous payons quelqu'un une journée par semaine. Je ne pense pas qu'on pourra avoir quelqu'un. On va essayer de garder la même personne, mais que ça va être un pool maintenant de 5 personnes. Ça va être difficile d'avoir toujours la même personne et qui ont travaillé bien. Donc le coût ne sera pas beaucoup plus élevé que celui qu'on subit actuellement. Une journée par semaine. On verra en fonction. Ça sera plutôt, je pense, en fonction des actions que nous mettrons en place. Je crois que nous sommes tous d'accord autour de la table. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Parce que et je rajouterais... Il y a quand même... Allez-y, je pensais que vous aviez... Pour rajouter simplement une petite... un complément, on va dire, d'information sur le prix que ça va nous coûter. C'est comme tout service qu'on mutualise au niveau des intercos, c'est proportionnel au nombre d'habitants des communes. Donc il y a 50%, c'est par rapport au nombre d'habitants, et 50%, c'est à la tâche, donc par rapport au service rendu. On va être la deuxième commune à dire pour l'instant que Creil, à ma connaissance, et Villers-Saint-Paul qui vient s'ajouter. Effectivement, nous sommes toujours des pionniers en matière d'intercommunalité. Qu'est-ce que j'ai dit ? En manière ? Non.
Vous avez mal compris. Pour un problème de sono encore. Bon. Eh bien, plus de questions. Je vous remercie. Allez-y. Juste, je saisis juste l'occasion parce que vous parlez d'intercommunalité. Et j'ai vu effectivement que dans les rapports que j'ai reçus, il est précisé qu'il va y avoir d'autres avis et d'autres discussions. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre. Eh bien, bonne soirée, bon appétit à tout le monde. J'ai bien dit à tout le monde. Bon, allez.